Qui est vraiment Hervé Godinot? Je suis un cavalier avant tout. Cavalier, ça ne veut pas dire un compétiteur. La preuve, c'est que je fais quasiment plus de compétition. Je suis un passionné avec un parcours assez long dans le métier, puisque j'ai arrêté mes études très tôt pour me consacrer à ce métier, enfin ces métiers, les métiers du cheval. Voilà, c'est une passion. J'ai été, je crois que, piqué. J'ai eu le virus très très tôt. J'ai commencé à monter à cheval à 10 ans, et dans le cadre de l'équitation scolaire, et puis ça ne m'a plus jamais quitté. Donc voilà, c'est un petit peu, ça serait très difficile de résumer 45 ans ou 50 ans d'équitation, un peu plus. Justement, vous avez eu un parcours, et vous avez toujours un parcours très très complet. En quoi est-ce qu'il vous inspire pour cette campagne? Je pense que dans la vie, on traverse plusieurs périodes. J'ai coutume de dire que la première, on apprend, la deuxième, on prend, et puis il serait logique dans la troisième de redonner. J'ai toujours eu à cœur ces notions d'échange, de transmission du savoir. Très 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 jeune, j'ai toujours eu des élèves. C'est quelque chose que j'ai en moi assez naturel. Mais évidemment, on touche peu de personnes, et bon, aujourd'hui, dans cette période de ma vie, je pense qu'il était temps de proposer, de contribuer à redonner ce que beaucoup d'autres m'ont donné dans le passé. D'accord. Pour vous, tout simplement, si vous deviez faire un bilan de l'équitation 2016? Le bilan, il est très positif. Le bilan sportif, évidemment, on va parler des médailles de Rio, mais je dois dire qu'on a, effectivement, on a un très haut niveau qui fonctionne très très bien, mais il ne faut pas s'endormir, parce que les choses avancent très vite, les accidents sont toujours possibles. Donc ce qui est très important, c'est de toujours travailler sur un réservoir, et le réservoir le plus important, ce sont les élites de demain, c'est-à-dire ce sont les cavaliers de compétition à poney, les children, les juniors, les jeunes cavaliers. Ça, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur. D'accord, bien sûr, on prépare le futur. Le futur, il faut regarder ce qui se passe à l'étranger. On voit de très jeunes cavaliers, de plus en plus jeunes, arriver au très haut niveau. On ne voit pas ça en France. On reste un petit peu avec les mêmes, aussi bons soient-ils. Je pense que c'est très sain d'avoir des jeunes qui poussent et qui permettent aussi peut-être de garder cette motivation. Et puis ça permet aussi les échanges entre les anciens, et même s'ils ne sont pas très vieux, ceux qui sont au top en ce moment, je pense à Kevin, Pénélope, Simon, entre autres. Ça contribue aussi à la transmission des savoirs et de l'expérience, et c'est bien de mixer, d'avoir une élite qui pousse un petit peu les anciens et qui les motive aussi à vouloir montrer qu'ils sont encore là. D'accord. Et pour parler un petit peu de ces points faibles, les points faibles de l'équitation en règle générale, d'année en année, on voit un petit peu une baisse des licenciés. Et c'est un petit peu paradoxal parce qu'à côté de ça, il y a de plus en plus de structures. Comment est-ce que vous expliquez ça en fait? Je ne sais pas si je peux l'expliquer, c'est plus un constat qui effectivement fait qu'on a constaté, tous les indicateurs le montrent, que les licences baissent et que le nombre de structures augmente. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener avec l'ensemble des partenaires, des acteurs, parce que si on continue comme ça, ça va devenir très difficile. Donc la solution miracle, elle n'existe peut-être pas, mais on ne peut pas se passer de la réflexion avec les principaux intervenants. Bien sûr. Dans votre programme, vous dites vouloir valoriser la diversité de la fédération et des disciplines. Pour vous, est-ce que le fait que les disciplines olympiques soient en grande majorité largement mises en avant dans les centres équestres, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les adultes et les jeunes adultes délaissent un petit peu l'équitation? C'est probable. C'est probable que la politique menée cette dernière décennie s'est adressée principalement à un public avec un secteur d'activité peut-être un petit peu limité,
Et ce qui explique d'ailleurs que les chiffres également donnent un nombre de licenciés, un très très gros pourcentage, entre 60 et 80% de licenciés femmes plutôt, et entre 7 et 15 ans. Donc voilà, ça ne peut être que le fruit d'une politique menée dans un secteur d'activité donné. Et effectivement, il faut penser à ce que va être le produit équitation, la marque FFE et les publics qui ne sont pas touchés aujourd'hui. Il faut y travailler, il faut investir dans le marketing. Voilà, il y a des pistes certainement à trouver, mais il faut travailler dessus. D'accord. C'est vrai qu'un des parcours un petit peu classiques de l'équitation, on commence très tôt, à poney, ensuite adolescent on passe à cheval, ensuite on part faire ses études, mais il y a un petit temps de pause en général, on arrête, et des fois on ne revient pas, on arrête à ce moment-là. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour réattirer justement ces cavaliers qui partent et n'ont plus forcément après l'envie de remonter à cheval? Comment faire pour les garder en fait? Déjà, il faudrait qu'ils partent avec un bon souvenir. Oui, c'est vrai. On va commencer comme ça. Il y a des cavaliers qui reviennent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Mais peut-être qu'en revenant, ils ne trouvent plus un produit qui leur soit adapté. Ce produit, il était adapté quand ils avaient 12 ans. À 26 ans ou 30 ans, peut-être qu'on trouve que voilà, attraper la queue du Mickey, c'est... Je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà. Non, mais c'est là où il faut travailler sur l'ensemble, non seulement des produits, mais même des pédagogies, parce que on ne va pas parler d'une seule pédagogie, on s'adresse à des publics différents. On ne peut pas tenir le même discours à un enfant de 7 ans et un adulte, voire un senior, voilà, qui a un autre mode de fonctionnement, qui aimerait bien comprendre ce qu'on lui explique et puis qui aimerait bien peut-être être écouté. Oui. Pour vous, du coup, c'est les enseignants qui devraient apporter cette chose-là et être peut-être mieux formés Il faut, et pareil, peut-être qu'il faut aussi plusieurs niveaux d'enseignants. Aujourd'hui, on voit un niveau qui est assez basique et qui correspond à ce secteur d'activité des enfants de 7 à 15 ans. Et ils sont peut-être très bien dans ce rôle-là, mais on a négligé la formation d'enseignants pour d'autres publics. D'accord, très bien. Plus théoriquement, vous parlez dans votre programme de revenir au système de compétition 5 catégories. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce système d'épreuve est différent de celui qui est en place et pourquoi est-ce que vous voulez revenir à ce système-là? Là c'est vraiment fondamental. D'abord parce que c'est une demande. Depuis 3 ans qu'on a commencé à être en contact à travers les réseaux sociaux notamment, je n'ai pas entendu une personne qui ait connu ce système et qui ne souhaiterait pas revenir à ce système. Alors expliquer pourquoi, c'est simple. Je pense que plus on multiplie les catégories, au lieu de les regrouper, plus les gens peuvent se sentir chacun dans leur domaine de compétences qui leur correspond. Je rajouterais même au-delà de ça, c'est que sur le plan économique, il y a un marché pour chaque catégorie. Quand on parle des chevaux et de leurs valeurs, à l'époque où il y avait ces 4 catégories, on savait ce que valait un cheval de A1 ou un cheval de D1, sans oublier le cheval de B1. Donc on a supprimé ces marchés, on a supprimé un secteur d'activité, notamment avec la perte de l'ancienne 2e catégorie, qui était des cavaliers professionnels, j'aime pas trop ce terme, mais pour la plupart, ils en faisaient leur métier, et ils avaient des épreuves qui leur correspondaient, ils avaient une notoriété parce qu'ils ne venaient pas se faire cogner par l'élite, et ça leur permettait d'avoir un peu de crédibilité et d'être en même temps proche des catégories un peu plus amateurs de leurs élèves. Alors aussi, pour continuer dans les petits changements comme ça, grande nouvelle, et ça c'est un petit peu comme s'attaquer à la Bible ou au dictionnaire Larousse, vous souhaitez revoir le programme des manuels officiels, notamment Galop 5, 6, 7. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en fait?
Ah ben là, il n'y a rien à changer, puisqu'ils existent même plus. Ouais, Ils n'existent pas, voilà. Donc tout le monde les attend. Il y a eu une réforme des galops. Oui. Et le manuel des galops 5, 6 et 7 n'existe pas. Donc, bon, tout est à faire, tout est à voir. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire, les gens l'attendent, à moins que, dans la politique actuelle, eh bien, on pense que la transmission du savoir doit s'arrêter au galop 4. Justement, la transmission des savoirs, on va en reparler, parce que c'est vraiment au centre de votre programme. Quelles sont les valeurs principales que vous souhaiteriez inculquer à tout cavalier et à tout enseignant, en règle générale? Vraiment les valeurs fondamentales pour vous? Ah ben, je pense que ce sont des valeurs sportives en règle générale, et encore plus dans l'équitation, puisqu'elle met en jeu un animal. Bien sûr. Donc on a un travail à faire sur du vivant. Donc c'est, je pense, une vraie belle école de la vie. Et donc, les valeurs, si je les résume, il y en a tellement, mais c'est évidemment l'écoute, parce qu'il faut essayer de comprendre l'autre, le cheval, son fonctionnement. Il ne parle pas comme nous, mais il a son langage aussi, donc il faut apprendre à le comprendre. Donc de l'écoute, du respect, et puis de la rigueur, de la fierté, de l'humilité, mais ça, voilà, enfin, tout le monde connaît les valeurs du sport, mais il faut effectivement les mettre en avant. Est-ce que vous pensez qu'elles sont assez mises en avant en ce moment? Non, je pense qu'on a un petit peu oublié le cheval dans ce discours très consumériste, et que la profession est peut-être un peu complice de ça, parce que peut-être que les clients ne sont plus vraiment préoccupés, donc il faut réexpliquer les choses avec de la pédagogie, mais voilà, on a cette responsabilité de gérer des animaux qui n'ont pas demandé d'être là, donc on se doit d'apprendre à les connaître et de les respecter. Exactement. Vous connaissez parfaitement le haut niveau, et vous avez souhaité mettre en place un pôle des légendes de l'équitation. Oui. En quoi est-ce que ça consiste? Ouais. Non, c'est un constat, ça aussi. Je trouve, quand je vais sur le site de la FFE et que je recherche les biographies, je ne vois pas Jean-Pierre Doriola, je ne vois pas Pierre Durand, je ne vois pas Alexandra Lederman. Des gens qui ont contribué, qui ont certainement motivé les cavaliers qui aujourd'hui rapportent des médailles. Voilà, dans tous les sports, dans le golf, il y a ce qu'ils appellent le Hall of Fame. Voilà, on n'oublie pas les gens qui ont fait l'équitation, on ne les laisse pas au bord du chemin. Et en plus, ils ont certainement encore beaucoup de choses à apporter si on arrive à les motiver. Est-ce que vous pensez du Generali Open de France, que c'est vraiment une énorme manifestation, avec beaucoup de titres décernés, etc. Et pour vous, donc qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous souhaitez le maintenir, comment est-ce que pour vous ça peut être amélioré ou pas? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Alors, d'abord, ça me permet de couper un peu de tordre le cou à des idées qui ont été un peu véhiculées pendant cette campagne, histoire peut-être de diaboliser. Non, évidemment que jamais on arrêtera le Generali. J'espère que Generali sera encore notre partenaire pour de nombreuses années. Mais non, c'est un produit aujourd'hui qui existe et il n'y a aucune raison de l'arrêter. Alors l'améliorer, qu'est-ce que je lui reproche aujourd'hui? C'est pas tellement le nombre des titres distribués, je reproche peut-être qu'il coûte très cher. Si on fait vraiment un ratio, voilà, il coûte un gros pourcentage du budget fédéral pour quelque part un petit pourcentage du nombre de licenciés, puisqu'une fédération a le devoir de s'occuper de l'ensemble de ses licenciés, pas uniquement ceux qui souhaitent aller à la mode Beuvron. Donc le produit existe. Comment l'améliorer? Je pense que sans trop de difficultés, de ce que j'ai entendu, les gens aimeraient peut-être un peu plus de qualitatif, un petit peu plus de... Et pour l'ensemble des adhérents de la fédération, c'est-à-dire les gens qui la font vivre, je ne parle pas des licenciés, mais de ses adhérents, peut-être un petit peu plus de transparence sur le réel but
de ce projet assez pharaonique quand même. Donc voilà, moi personnellement, j'aimerais savoir pourquoi, pour qui, jusqu'où et combien. Quels sont vos projets pour le tourisme équestre? Alors, le principal projet, c'est de ne pas les laisser partir. On se rend compte ces dernières années, et à travers tous les contacts qu'on a eus, que cette spécificité de l'équitation de pleine nature, s'est sentie, alors qu'ils ont largement contribué à l'accession au pouvoir de Serge Lecomte, se sont sentis progressivement perdre leur identité et être plutôt absorbés plutôt que de pouvoir cultiver un petit peu leurs différences. Donc c'est en cela qu'on propose qu'ils restent avec nous, qu'ils reviennent même pour certains qui sont déjà partis au sein de la grande maison, mais en ayant leur autonomie, une autonomie d'action et une autonomie financière. D'accord. Et pour vous, sur un autre sujet, est-ce que l'équitation est-elle médiatisée assez auprès du grand public? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les solutions pour qu'elle le soit plus? Alors, ça c'est un grand sujet qui ne date pas d'hier. Ça va me permettre de parler d'un de nos supports historiques qui est la chaîne Equidia. On a la chance d'être quasiment la seule fédération à avoir une chaîne dédiée au monde du cheval. Je sais qu'elle est en difficulté à l'heure actuelle et on parle même peut-être de la fin. Cette chaîne qui est alimentée par le monde des courses, qui nous a largement aidés dans notre survie dans tous les domaines et qui aujourd'hui se trouve un petit peu, voilà, n'ont pas le sentiment d'être très soutenus dans cette démarche. Donc je pense qu'il est du rôle de la fédération d'être un partenaire et de contribuer justement à travers cette chaîne à fabriquer de l'image. Ça, c'est un des aspects. Après, voilà, il y a eu de la publicité qui a déjà été faite, mais encore une fois, toujours dans un seul secteur d'activité un peu réducteur, puisqu'on voit les limites qui amènent une baisse de licenciés au fil des ans. Exactement. Donc, il faudra communiquer encore vers ces publics, mais aussi en direction d'autres publics. Exactement, toujours plus de communication. Donc. À fond. Justement, les difficultés actuelles concernent majoritairement les clubs qui se trouvent à proximité des grandes agglomérations. Est-ce que les autres, on les a pas tout simplement un petit peu oubliés? Certainement. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti dans nos déplacements. C'est cette difficulté par rapport à ces gros centres équestres, souvent gros d'ailleurs, qui bénéficient d'une démographie qui leur permet naturellement d'avoir un turnover. En province, on a beaucoup moins cette problématique-là, et là, il faut travailler effectivement sur la fidélisation, beaucoup plus que de tabler sur le renouvellement. Donc ça, c'est un des vrais sujets qu'il faudra prendre en compte, et c'est en cela qu'il faut aider les structures à se développer pour atteindre et dépasser le seuil de rentabilité. Donc là, il y a un vrai travail de fond et de réflexion, mais qui doit se faire avec les gens de terrain, encore une fois. On a rencontré beaucoup d'acteurs qui ont des choses à dire. Et ça, c'est une des autres choses que je voudrais dire, c'est que la politique de la fédération, elle doit se faire dans un sens pyramidal, mais qui part du bas pour remonter vers le haut, et non pas le contraire. Le haut est un peu déconnecté. Si vous demandez aujourd'hui aux cavaliers de haut niveau ce qui se passe dans un centre équestre, ils seraient incapables de vous le dire, comme je l'ai été pendant des années, certainement. Et de la même manière, aujourd'hui, les instances fédérales, tout là-haut,
malgré des organes déconcentrés qui existent. Ces organes déconcentrés, je parle notamment des CDE, des comités départementaux, eux ont vraiment le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés. D'accord. Donc il faudrait vraiment les mettre au centre du... Il faut les remettre au centre du débat, absolument. Et faire remonter cette information et leur donner des moyens, et des moyens réels, et qui doivent être, à mon sens aussi, distribués directement de l'organe central, tout en haut, en direction des CDE, sans passer par les comités régionaux, d'autant plus que les régions se regroupant, elles vont avoir une superficie à gérer qui ne leur permet pas d'être près du terrain. Donc les vrais acteurs naturels vont être les CDE, les départements. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler de votre équipe ? Qui sont les gens qui sont sur votre liste et leur vision, etc. Alors, je tiens à leur rendre un hommage ici, parce que d'abord, c'est des courageux. C'est des courageux parce que, voilà, il ne faut pas se voiler la face, il y a eu des menaces sur un certain nombre de gens. Donc, ce sont des gens engagés, ce sont des gens qui ont une véritable expérience. C'est une équipe de gens formidables qui sont dans la même mentalité que moi, qui sont des gens qui aiment transmettre, qui aiment échanger, qui savent écouter et qui ont plus de compétences dans leur domaine d'activité. Quelles sont les principales valeurs que vous souhaitez mettre en avant pour la FFE en 2017 ? En quelques mots vraiment, si vous deviez les nommer. Écoute, partage et action. Alors voilà, si je dois vous dire encore quelque chose, d'abord, il n'est pas trop tard pour voter encore, et c'est très important. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Je vous rappelle que les votes sont confidentiels, pour ceux qui pourraient craindre, que vous avez encore jusqu'au 23 novembre à 11h pour envoyer vos votes électroniques. Après, il faudra venir le 24 sur place pour le déposer éventuellement à la Motte-Beuvron. Et voilà, quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez décidé, votez. Ça, c'est le maître mot.